bienvenue à tous. Comme c'est affiché à l'écran, il s'agit de notre 11e Café Génial, donc le dernier de l'année 2021. Voilà, aujourd'hui, donc, nous allons avoir des interventions sur la thématique de la faune exotique envahissante avec Iris Lang et Camille Gilliot du CEN et Vincent Miguel du syndicat mixte du bassin versant de l'Aveyron amont. Je vous propose qu'on débute en faisant, comme on le fait habituellement, un petit tour des participants assez rapide. Nous sommes nombreux. Et d'en profiter pour partager 2 mots que vous inspire la faune exotique envahissante. Ça nous permettra de faire notre petit nuage de mots habituel. Et quelques précisions avant de commencer. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour interagir et partager des ressources avec les autres participants. Mais n'hésitez pas à prendre la parole également au fil de l'eau. Vous pouvez garder votre caméra allumée. C'est toujours plus sympa de voir du monde pendant les présentations. Et voilà. Alors, je vous propose de commencer du coup par ordre sur mon écran. Alors, je laisserai peut-être, vu qu'on est très nombreux, Camille, Iris et Vincent se présenter au moment de leur présentation tout à l'heure, si vous êtes d'accord. Et Léo, tu es le seul qui apparaît en caméra à mon écran. Alors, je vais t'inviter à te présenter rapidement en premier. Quel privilège. Bonjour à tous, Léo Poudré, du coup, animateur Natura 2000 au PNR des Pyrénées ariégeoises et concerné par la problématique, bien sûr, espèces exotiques envahissantes. Et pour les 2 mots sur la faune exotique envahissante, pour notre nuage de mots, 2 mots que t'inspire cette Oui, voilà, pas facile dès le matin. En plus, quand on est le Défi, premier. disons. Défi et mais c'est pas un mot, mais effort collectif ou effort de tous. Je sais pas, Ouais, ça marche aussi quand c'est des mots un peu. On est tolérant, surtout le matin, il n'y a pas de souci. Ouais, merci, c'est sympa. Camille Junot. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Camille Junot de l'association Nature en Occitanie et je travaille sur la réserve naturelle régionale Confluence-Garonne-Ariège. Pour les 2 mots, je dirais que m'inspire la faune exotique, je dirais menace et elle n'est pas très originale mais exogène. Merci Camille. Manon. Manon Loïs, je travaille à la communauté d'agglo Euroméditerranée au service environnement. Et pour les 2 mots, je dirais, bon, c'est pas un mot non plus, mais quelle gestion mettre en place ou la non-gestion justement suivant l'évolution de l'espèce dans le milieu. Voilà. Merci. Alexiane. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, ça coupe un peu pour moi. Vous m'entendez bien? On t'entend. Okay. C'est un peu loin, mais on t'entend. Alors, je suis Alexiane Damien. Conservateur botanique. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis en retard. Donc, je suis Alexiane Damien et je travaille à Nature en Occitanie depuis que quelques semaines. Je suis sur les zones humides et les milieux aquatiques. Pour les 2 mots, moi je pensais à perception et à gestion. Merci Alexiane, pardon. Agnès. Oui, bonjour, donc moi je suis Agnès Salquet, je suis responsable agro-environnement à la Chambre d'agriculture de l'Aude. Et donc je suis intéressée parce que justement pour parfaire mes définitions et qu'est-ce qu'on place en espèces envahissantes et qu'est-ce qui est acceptable ou pas, puisque beaucoup de choses ne sont pas endogènes. Et donc, ce n'est pas vraiment 2 mots, mais la question qui me vient, c'est une espèce peut en cacher une autre. J'ai l'impression qu'il y en a toujours plus. Merci Agnès. Aurélien. Alors oui, bonjour, donc Aurélien Puiseux, moi je suis chargé d'animation du contrat de transition écologique au sein de la communauté d'agglomération de l'Albigeois.
Et je suis intéressé par le sujet pour retransmettre les infos au niveau des services techniques des différentes communes et de l'agglomération aussi. Et donc, pour les 2 mots, on va dire limitation de l'expansion et pédagogie. Tu as rejoint le réseau il n'y a pas très longtemps, il me semble. C'est toi qui m'avais envoyé un mail, hein, c'est ça? Exactement. Oui, bienvenue. Merci. Alors ensuite, Clovis. Oui, bonjour. Clovis Goris, au Grand Site de France du Cirque de Navacelle, sur le renouvellement du label, et donc sur des enjeux de transformation des milieux de ouverts à fermés avec des nouvelles espèces qui apparaissent aussi. Pour les 2 mots, je dirais déséquilibre et processus. Merci. Tu t'es intercalé au milieu. Jérôme, c'est à toi du coup. Bonjour, Jérôme Dao du Conservatoire botanique Pyrénées-Midi-Pyrénées. Je travaille sur les plantes exotiques envahissantes et donc sur la stratégie plutôt flore avec Iris et Camille. Et puis je suis intéressé pour savoir un petit peu comment ça se passe. Donc je suis là comme ça en amical soutien, on n'a qu'à dire, puis en même temps, voilà, comprendre un petit peu aussi quelles sont aussi un peu les attentes au sein du réseau. Donc, je dirais coopération et coopération et stratégie. Voilà. S'il y a 2 mots à dire. Merci Jérôme. Et puis ça fait plaisir. Effectivement, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Jonathan. Est-ce que Jonathan est parmi nous? On ne t'entend pas. Je vais passer à Julie. Julie Blanc. Oui, bonjour. Bonjour Julie. Je travaille au département des Pyrénées-Orientales. Ma thématique, c'est la protection de la ressource en eau et également des zones humides. Et mes 2 mots, je dirais prolifération et maîtrise. Merci Julie. Alors ensuite, il y a une personne qui s'appelle Peg sur mon écran, mais je n'ai pas le nom. Ah, oui, c'est moi. Bonjour. Non, j'ai pas dû mettre les bons. Enfin, je me souviens plus comment je me suis inscrite. Donc, c'est Peggy Guérin. Je suis technicienne milieu aquatique au syndicat Rivière Salade-Volpe en Ariège. On a une partie haut-garonnaise également, puisque le salade se jette dans la Garonne et le Volpe aussi. Moi, je suis plus particulièrement sur les thématiques biodiversité. Donc, en fait, notamment, un petit travail là sur un appel à projet zone humide, avec le souci d'être un petit peu au fait de ce qui se passe concernant la faune, puisque nous, on a quelques espèces aussi présentes. Donc, si du coup, j'ai bien vu qu'il fallait choisir 2 mots, là, c'est pareil, j'avais pas trop réfléchi, mais je rejoindrai un peu Jérôme, je dirais stratégie, déjà établir peut-être une petite stratégie et un travail un peu concerté, profiter du retour d'expérience un petit peu s'il y a des partenaires qui ont déjà commencé à gérer certaines espèces. Voilà, voir déjà les espèces en commun qu'on peut avoir aussi, et mettre en commun tout ça. Voilà. Super, merci Peggy. Est-ce que Jonathan… Alors Jonathan, normalement, est dans le bureau d'à côté, donc je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a dû s'absenter un petit peu, ce n'est pas grave. Est-ce que si j'ai oublié quelqu'un, il peut se manifester? Je crois que j'ai fait le tour, mais des fois, on n'est pas à l'abri d'un oubli. Non. Du coup, Camille et Iris, je vais vous inviter à vous présenter et ensuite à partager votre écran pour débuter les présentations. Oui, très bien. Donc, Camille Chilliot, je travaille au Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie et je suis chargée d'études sur la stratégie relative aux espèces exotiques envahissantes faune. Et donc, Iris Lang, chargée d'études également au Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie sur cette thématique et puis sur d'autres thématiques qui relèvent plus des milieux aquatiques. Alors, donc, l'idée d'aujourd'hui, je vais vous partager mon écran. C'est de pouvoir vous parler déjà de la stratégie espèces exotiques envahissantes faune, sur laquelle on travaille avec Iris depuis maintenant un peu plus d'1 an. Alors, normalement, tout est bon.
N'hésitez pas à nous dire là si vous ne voyez pas du tout la présentation. Mais sinon... Parfait. Ok, impeccable. Donc dans l'idée, aujourd'hui, on va essayer d'être assez rapide sur le contexte de cette stratégie. On va quand même vous rappeler pourquoi cette stratégie est nécessaire dans la région. Qu'est-ce qui a motivé cette création et cette élaboration de la stratégie, les différents objectifs. On va vous parler aussi du travail qu'on a mené avec Iris l'année passée sur l'établissement d'une liste catégorisée, donc qui est un vrai état des lieux en fait, des espèces exotiques envahissantes faune qu'on trouve sur la région. Et puis surtout, le plus important ici, et puis qui peut être intéressant pour aussi échanger à la suite de cette présentation, c'est vraiment le plan d'action de cette stratégie, donc qui sera finalisé et validé au premier trimestre 2022. Mais voilà, les premières actions, on va essayer de les mettre en place dès le mois de janvier. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous présenter ce plan d'action et puis qu'on puisse discuter sur celui-ci. Donc rapidement, pour vous repréciser le contexte donc, de l'élaboration de cette stratégie régionale, il faut savoir qu'il y a une stratégie nationale qui a été élaborée en 2017. Donc c'est vraiment un cadre national qui permet de coordonner les différentes actions, outils qui peuvent être développés soit dans les régions, soit même au niveau national. Donc il y a 5 axes principaux dans cette stratégie. On a repris les mêmes axes, nous, pour notre stratégie régionale. Hein, c'est vraiment une déclinaison de cette stratégie nationale. Donc, il y a un premier axe sur la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Un deuxième axe sur la gestion, la restauration des écosystèmes. Le troisième axe, c'est plus sur l'amélioration de connaissances. Le quatrième axe, un axe très important, tout ce qui est communication, sensibilisation, formation des acteurs. Et puis, le dernier axe, c'est la gouvernance. Donc, il faut savoir qu'il y a des outils déjà au niveau national qui sont développés. Donc, peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà et vous pouvez aussi les consulter pour avoir un certain nombre d'informations sur les espèces exotiques envahissantes. Il y a notamment un centre de ressources qui a été créé. Et donc, sur ce centre de ressources, il y a un site internet dédié et vous pouvez trouver un certain nombre d'informations comme des retours d'expérience ou des fichiers espèces, par exemple. Donc, suite à cette stratégie nationale, il a été décidé donc, de décliner en fait, cette stratégie en région. Et donc, pour mieux comprendre en fait, les besoins, les attentes des gestionnaires d'espaces naturels, des acteurs locaux en région, face à cette thématique espèces exotiques envahissantes, en 2019, on a mené une enquête. Donc, cette enquête, elle a concerné l'ensemble de la région, donc les 13 départements, vraiment sur les 4 zones biogéographiques, tous les milieux, que ce soit terrestres, marins. Et donc, il faut savoir que côté ex-Midi-Pyrénées, il y avait très peu de choses qui avaient été faites sur les espèces exotiques envahissantes faune. Je parle en termes de coordination régionale. Il y avait déjà une stratégie côté Languedoc-Roussillon, mais il y avait vraiment besoin de cohérence entre toutes les actions qui étaient menées à l'échelle de la région. Donc, l'objectif de cette enquête, c'était de recueillir les connaissances des acteurs, leurs pratiques, les types de gestion qu'ils pouvaient mettre en place, leurs besoins, et puis surtout de les mobiliser pour l'élaboration de la future stratégie espèces exotiques envahissantes. Voilà. Donc, comme je vous le disais, les résultats donc, ont été compilés en 2019. Ça a été envoyé à plus de 600 adresses de messagerie, et on a eu un taux de réponse de 26%. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait 97% des répondants qui étaient confrontés aux espèces exotiques envahissantes. Ici, vous voyez un peu que c'est surtout des associations qui ont répondu à cette enquête, mais il y avait aussi des collectivités, des établissements publics et des laboratoires de recherche. Les espèces qui ont été citées par les répondants, c'était majoritairement des invertébrés, mais voilà, tous les groupes taxonomiques étaient bien sûr concernés. Et puis donc, on voit qu'il y a une grosse majorité des personnes qui considèrent la gestion des EE vraiment prioritaire, et surtout plus d'un tiers qui étaient vraiment demandeurs d'un appui technique. Donc, on s'est vraiment basé aussi sur les résultats de cette enquête pour élaborer notre plan d'action. On voit vraiment que les besoins, c'est un besoin d'information sur les espèces, sur leur répartition, sur les moyens de gestion. Une forte demande aussi sur les retours d'expérience et puis sur les moyens de gestion. Qu'est-ce qui peut être mis en place, avec quels moyens, voilà, comment faire pour gérer en fait tout simplement ces espèces.
Donc, à partir de ça, nous, on a défini plusieurs objectifs pour la stratégie. Donc, le premier, c'était de faire un état des lieux des espèces exotiques envahissantes. Donc, c'est ce qu'on a fait avec la liste catégorisée. Ensuite, catégoriser ces espèces selon le niveau de menace qu'elles représentent pour les milieux ou selon leur impact, tout simplement, que ce soit environnementaux, socio-économiques ou sanitaires. Ensuite, il y a un travail aussi sur la sensibilisation des acteurs qui sont source d'introduction de ces espèces. Proposer aussi un appui technique pour les gestionnaires d'espaces naturels qui se retrouvent confrontés à ces espèces. Informer le grand public, les élus, donc avoir vraiment un rôle de sensibilisation. Animer un réseau de surveillance des espèces exotiques envahissantes pour développer vraiment et être en alerte par rapport à de nouvelles détections d'espèces exotiques. Et puis surtout, communiquer en association avec la stratégie plantes exotiques envahissantes. Jérôme est ici, et donc c'est important aussi que les deux stratégies, pour la faune et pour la flore, soient vraiment en cohérence et qu'on puisse travailler ensemble sur ces deux stratégies. Donc là, nous allons vous présenter rapidement la méthodologie qu'on a utilisée pour établir la liste catégorisée et puis les résultats de cette liste catégorisée qui a été validée en CSRPN en juin dernier. Donc voilà. Pour créer une liste d'espèces exotiques envahissantes, la première chose à faire, ça a été de récolter toutes les données d'occurrence et de faire une synthèse régionale des espèces et des taxons exogènes connus sur le territoire. Donc à partir de ce gros pool d'espèces qu'on a obtenu grâce au recueil d'informations via diverses bases de données, notamment le SINP, on a utilisé une clé de détermination avec plusieurs critères, plusieurs filtres, nous permettant donc de retenir les espèces sur lesquelles on allait faire vraiment des analyses de risque. Et donc ces critères, c'était la présence donc, des espèces sur la région, leur statut d'indigénat, leur statut d'introduction, est-ce qu'elles ont été introduites par l'homme ou non, et leur statut leur niveau de naturalisation sur le territoire. Donc pour ça, on a fait un énorme travail bibliographique où on a compilé un grand nombre d'informations dans une grande base de données. À partir de là, donc, on a obtenu un pool d'espèces potentiellement exotiques envahissantes, donc en fait, un pool d'espèces exotiques potentiellement envahissantes sur lesquelles on a fait des analyses de risque, pareil, en utilisant la bibliographie pour déterminer leurs impacts à la fois environnementaux, sanitaires et socio-économiques. Et puis, on a obtenu aussi une liste d'espèces appartenant à la catégorie dite de prévention, où en fait, il s'agit d'espèces qui ont peut-être déjà été observées en Occitanie, mais qui ne sont pas naturalisées, ou alors qui ne sont pas encore présentes dans la région, mais qui sont considérées comme exotiques envahissantes dans les régions limitrophes. Donc, on les met dans cette catégorie prévention pour avoir un effort de veille sur ces espèces. Et suite aux analyses de risque donc sur les espèces potentiellement envahissantes, on a décidé d'une catégorisation qui est commune à celle utilisée dans la stratégie plantes exotiques envahissantes. Donc, c'est les mêmes codes couleurs qui sont utilisés. Et donc, on obtient 5 catégories. Donc, la catégorie majeure, modérée, émergente, alerte et prévention. Les définitions sont communes aux deux stratégies. Et l'idée, c'est vraiment, à travers cette liste, c'est de faire un état des lieux des espèces exotiques envahissantes dans la région, mais pas de traduire, si vous voulez, un effort de gestion différencié à appliquer sur ces espèces. C'est-à-dire que les espèces majeures, ça va être les espèces qu'on... J'arrive pas à passer la diapo. Merci. Donc, pour pouvoir les classer, les espèces, pour pouvoir les classer dans les différentes catégories, en fait, on fait le croisement donc de leur impact et de leur distribution géographique en Occitanie. Et donc, typiquement, les espèces majeures, ça va être les espèces qui ont un fort impact et qu'on retrouve partout dans la région. Et parfois, ce n'est pas vers ces espèces qu'il est plus pertinent d'aller mettre un effort de gestion important parce que ça peut être une perte de temps ou d'argent. Et par exemple, sur les espèces dans la catégorie alerte, l'action en fait, à mener, ça va plutôt être de
de la prévention ou vraiment un effort de recherche pour en savoir plus sur ces espèces, parce que souvent, en fait, on ne sait pas, les impacts de ces espèces sont considérés comme faibles, aussi parce qu'on ne les connaît pas encore. Donc, pour la liste présentée en juin dernier, nous avions donc 424 espèces au total dans la liste catégorisée, sachant que la moitié sont des espèces appartenant à la catégorie prévention. Et puis, globalement, vous voyez que la plupart des espèces sont dans la catégorie alerte à l'heure actuelle, parce qu'on manque énormément de connaissances sur ces espèces. Donc, pour avoir toutes ces infos plus en détail et avoir donc la liste catégorisée, la méthodologie complète détaillée pour mieux la comprendre peut-être, et notamment les résultats de l'enquête dont Camille vous a parlé, vous pouvez aller consulter la page projet sur le site du Conservatoire d'espaces naturels. Alors pour l'instant, c'est toujours sur le site du Conservatoire d'espaces naturels Midi-Pyrénées, parce que le site du Conservatoire d'espaces naturels Occitanie est toujours en construction. Mais on transférera tous ces documents sur le nouveau site dès que ce sera possible. Et donc, cette liste de connaissances, elle nous a notamment servi à bâtir le plan d'action en utilisant également les résultats de l'enquête menée en 2019. Donc, comme vous le disait Camille, on a repris les 5 axes de la stratégie nationale, donc à savoir la prévention, la gestion, l'amélioration de connaissances, la communication et la gouvernance. Sachant qu'en prévention, l'idée, c'est vraiment dès 2022 de commencer à organiser des groupes de travail avec des socioprofessionnels ou des porteurs de projets sur les voies d'introduction et de dispersion secondaire des espèces exotiques envahissantes. Donc, l'idée, ce sera de faire des groupes thématiques, soit par type de socioprofessionnel, soit par milieu. Donc, par exemple, on pensait faire des groupes de travail avec les acteurs des milieux dulce-aquicoles. Donc, on pensait évidemment aux pêcheurs, mais aussi, par exemple, aux voies navigables de France. Voilà, ça peut être avec les agriculteurs. Vas-y, tu peux compléter. Oui, juste, il y a des groupes socioprofessionnels, on entend aussi toutes les personnes qui travaillent dans des animaleries, dans des parcs animaliers, les jardineries, etc. Donc, les horticulteurs, il y a toutes ces personnes aussi qui seront ciblées. Donc, l'idée, c'est de développer avec eux des actions, notamment de veille et de remontée d'informations, les mobiliser, les motiver à remonter de l'information quand des espèces exotiques sont, par exemple, détectées dans des stocks importés. Un des objectifs aussi, c'est de mettre en place un système d'alerte efficace des espèces exotiques envahissantes. Donc pour ça, on a un outil en ligne qu'on vous montrera tout à l'heure, qui est en cours d'élaboration, en cours de construction, qu'on appelle là le tableau de bord espèces exotiques envahissantes faune. À terme, c'est un outil qui sera à destination de tous les acteurs et en particulier des gestionnaires d'espaces naturels, pour pouvoir à la fois donc, signaler l'apparition de nouvelles espèces, mais aussi retrouver en fait, les différents retours d'expérience de gestion en fonction des territoires sur la région. Et puis, un de nos objectifs aussi, ce serait de faire évoluer la réglementation selon les réalités régionales, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a qu'un certain nombre d'espèces qui sont réglementées parce qu'elles ont des impacts, mais dans les faits, il y a beaucoup d'autres espèces qui impactent négativement les espaces naturels, par exemple, ou des espèces indigènes. Et donc, l'idée, c'est de faire au moins remonter cette information au ministère pour alerter et faire des propositions d'ajout dans les listes réglementaires. Au niveau de la gestion, la stratégie, elle a vraiment pour but d'assurer une coordination, une cohérence des actions sur la région. On est là aussi pour proposer un appui technique aux gestionnaires d'espaces naturels. Notamment, l'idée, c'est de développer un outil d'aide à la décision de est-ce qu'il va falloir agir ou pas sur telle ou telle espèce dans tel ou tel contexte. On souhaite aussi que les espèces exotiques envahissantes soient intégrées d'office dans les plans de gestion.
et puis définir une ligne de conduite à adopter en cas de nouvelle détection d'espèces exotiques envahissantes. Et donc, à partir de janvier, on a une stagiaire qui va nous rejoindre au CEN Occitanie pour travailler sur la compilation des retours, des actions de gestion qui sont menées dans la région. Voilà, et qui viendront alimenter notamment le tableau de bord dont je vous parlais plus tôt. Et donc, cette stagiaire, elle fera aussi, elle amorcera le travail en fait pour l'outil d'aide à la décision auprès des gestionnaires et notamment en lien avec le rapport coût-bénéfice de mettre en place des mesures de gestion dans certains contextes. Il y a également dans la stratégie un budget qui est réservé pour des actions de gestion ponctuelle sur des espèces ciblées qui seront clairement des espèces soit de la catégorie alerte ou émergente. Voilà, donc ça en serait en cas de nouvelle détection, c'est un peu une enveloppe d'urgence pour avoir une force de frappe si besoin, par exemple dans le cas où, comme le xénope qui avait été découvert dans le lac du Kness, là. Et c'est Néo qui avait mené l'opération d'éradication. L'idée, c'est vraiment d'avoir cet argent mobilisable, mais c'est les seuls sous disponibles dans le cadre de la stratégie pour aller agir concrètement sur le terrain. Ensuite, par rapport à l'axe connaissance, l'idée, c'est de continuer d'améliorer les connaissances, évidemment, sur les espèces, leurs traits biologiques, leurs impacts, leur dynamique de population, leur répartition, mais également sur l'efficacité des méthodes de gestion vis-à-vis de ces espèces. Voilà. Pour la communication. Donc on a déjà commencé à construire avec les CDN notamment une newsletter pour les espèces exotiques envahissantes. Donc on a fait une newsletter commune. On diffuse ces trimestriels à peu près au niveau du rythme. Donc vous pouvez vous inscrire, si on vous fait passer le diapo, vous pourrez vous inscrire via le lien là sur la diapositive. On communique évidemment via les réseaux sociaux, via notre page web et à terme par le tableau de bord espèces exotiques envahissantes faune. Et on souhaite multiplier les rencontres entre les acteurs locaux et notamment entre les gestionnaires et les chercheurs parce que voilà, des fois il y a des besoins des deux côtés en fait, il y a des besoins de réponses ou des besoins de sites pilotes typiquement pour faire des expérimentations et du coup on pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et ensuite, on souhaite aussi proposer à terme des formations aux gestionnaires d'espaces naturels par rapport à la prévention. Et en attendant, pour l'instant, et aux pratiques de gestion, en attendant, on va peut-être plus porter un appui, en fait, un soutien à des structures qui s'occupent de l'éducation à l'environnement pour valider de la relecture de documents ou intervenir. Et enfin, au niveau de la gouvernance du projet, donc l'idée, c'est de structurer un vrai réseau espèces exotiques envahissantes au niveau de l'Occitanie, donc toujours en lien avec la stratégie PEE, et de continuer à entretenir le lien entre les niveaux régional et le centre de ressources national. Voilà. Donc là, Iris vous a dressé un peu le plan d'action de cette stratégie, donc de 2022 jusqu'à 2030. L'idée, c'est de pouvoir... en 2022, on a vraiment envie de travailler sur, comme on l'a dit, l'axe prévention et puis surtout sur la compilation de retours d'expérience et avoir un inventaire en fait, des actions de gestion sur la région, parce qu'on a bien conscience que c'est un peu ce qu'attendent les gestionnaires, de savoir ce qui est fait par d'autres gestionnaires et voir ce qui a fonctionné, ce qui ne marche pas, ce qui marche bien, et favoriser en fait cette communication entre vous. Donc c'est vraiment sur ça qu'on va commencer notre travail. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à rebondir sur cette diapo ou même sur l'ensemble de notre présentation. On répondra à vos questions avec plaisir. Merci Iris et Camille, c'était très complet et très intéressant et tenu dans le temps imparti. C'est à relever quand même parce que c'est assez rare sur une présentation. Ça nous laisse pas mal de temps pour l'échange.
Donc, voilà, je vous laisse éventuellement lever la main ou prendre la parole si vous avez des questions à poser à Iris et Camille. En attendant peut-être des questions, moi je peux soulever juste par rapport à la fin de ta diapo, là, sur le partage d'expérience, les retours effectivement sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Bon, à discuter ensemble après, hein, mais on est en train d'essayer de mettre en place une plateforme d'échange pour le réseau des gestionnaires sur l'application, je ne sais pas comment on appelle ça, Osmose. Du coup, justement, avec un certain nombre de thématiques, et celle-ci pourrait être rajoutée, parce que l'idée, c'est vraiment que cette plateforme, elle soit alimentée par les membres du réseau, hein, qu'il n'y ait pas que nous, Sophie et moi, qui l'alimentions, mais que ce soit alimenté par les membres du réseau et éventuellement les autres réseaux. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à quelque chose, mais on peut regarder éventuellement pour que cette plateforme, elle puisse accueillir finalement votre besoin de partage. Donc, c'est à rediscuter. Hein. Je le dis rapidement là, mais l'idée, c'est de présenter un petit peu la plateforme au mois de janvier. Ok. En début d'année prochaine, du coup, au réseau. Elle est encore en construction et en cours d'amélioration pour l'instant. Ok. En tout cas, on sait que c'est ce qui est envisagé pour le crabe bleu, enfin pour cette espèce en particulier, parce qu'il y a un plan d'action, un plan régional d'action vis-à-vis du crabe bleu. Et donc, en effet, on en avait entendu parler via ce projet-là, de cette plateforme. Donc, ouais, on pourra en discuter. Je crois qu'il y a Julie parmi nous aujourd'hui, Julie Blanc, qui a des soucis avec le crabe bleu, justement, si je ne me trompe pas. Et sur la partie recherche gestionnaire, Sophie, je ne sais pas si par rapport au groupe de travail que tu suis, est-ce qu'il peut y avoir un lien sur cette thématique-là ou pas forcément? Oui, c'est vrai que je peux présenter rapidement. Dans le cadre des travaux là, qu'on anime avec l'ARB, on a un groupe de travail sur le lien entre chercheurs et gestionnaires. On travaille avec une équipe projet là, qui travaille, qui s'appelle Biodiv Hoc. Et là, on n'en est pas trop sur rechercher des thématiques de travail, on en est plus sur, on recense toutes les instances ou les actions qui permettent de faire du lien entre la recherche et la gestion de la biodiversité. Mais effectivement, du coup, je note qu'il y a un sujet sur la faune exotique envahissante. Ouais, ok. Et puis, très bonne idée pour rebondir sur ce que disait Julie pour Osmose, effectivement. On peut tout à fait voir comment est-ce qu'on peut mutualiser cette plateforme. On a déjà en plus une thématique sur les espèces exotiques envahissantes, puisqu'il y a eu un atelier d'échange sur la flore exotique envahissante. Mais on peut aussi rajouter plein de ressources sur les espèces. Super, ça marche. Votre présentation devait être très claire, puisque pour le moment, ça ne suscite pas d'interrogation de la part des participants. Donc, s'il n'y a pas de prise de parole, peut-être Vincent, on peut passer à ta présentation et l'exemple. Ah, Sophie, pardon. Je crois qu'il y a une question dans le chat. Ah, il y a Vincent qui réagit dans le chat, du coup. Vincent Dumenier, pardon. Alors. Ah oui, parce que du coup, Vincent qui nous a rejoint, effectivement, il m'avait averti qu'il serait un petit peu en retard, n'a pas de caméra et pas de micro, je crois, sur son poste. Donc, je peux informer que des sites Natura 2000 peuvent lancer des inventaires faune exotiques envahissantes, par exemple le vison sur un bassin versant en Natura 2000. Pas sûr de voir des actions aboutir, mais comment capitaliser sur ce niveau de connaissance au niveau régional? Alors, si je comprends bien, c'est plus donc là dans l'axe nous qu'on a appelé connaissance. Donc, c'est vraiment améliorer la connaissance là de la répartition de certaines espèces. Il faut savoir que nous, ce qu'on a fait, c'est que on travaille directement avec le CNP en fait pour établir nos cartes de répartition pour pas non plus
développer des bases de données parallèles. On essaye vraiment de mutualiser au plus, au mieux en fait, les données de répartition. Donc là, par exemple, dans le cas où il y aurait des inventaires, le plus simple pour moi, c'est de faire remonter ces données au SINP régional. Et nous, après, ça redécoule, si je puis dire, jusqu'à notre outil notre outil de visualisation, tableau de bord, où on a toutes les cartes de répartition des espèces exotiques envahissantes. Donc, en fait, le mieux pour ne pas perdre ces informations, c'est vraiment de passer via le SINP régional, quoi. Et en complément, par contre, parce que le souci pour l'instant, je suis totalement d'accord avec ce que dit Camille, parce que sinon on perd l'information. Mais c'est vrai qu'en complément, ça peut être pas mal aussi si des inventaires exhaustifs comme ça sont faits, de venir vers nous. Parce qu'en fait, le souci, c'est qu'il y a un délai assez important entre le moment où l'information remonte et puis où elle redescend. Et donc, typiquement, pour faire nos cartes d'occurrence, là, à l'heure actuelle, on a dû court-circuiter le système parce que c'est pas encore très fonctionnel, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui remonte au niveau national, le niveau national ne le redonne pas au niveau régional. Donc, c'est problématique. Surtout quand on travaille sur une thématique comme les espèces exotiques envahissantes, où ça va vite, où il faut être réactif, et on parle d'espèces qui sont émergentes, localisées. Donc voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à venir vers nous, au moins pour nous prévenir que vous mettez en place ce type d'inventaire sur les espèces exotiques envahissantes. Et nous, après, on voit aussi en fonction des actions sur lesquelles on est, si on peut mobiliser cette donnée directement. Et oui, du coup, on vous donne, Camille, on met nos coordonnées dans le chat. Oui, on les enverra de toute façon à la fin du webinaire. On envoie les coordonnées de l'ensemble des participants, mail, mais effectivement, on pourra aussi faire passer directement vos signatures mail. Voilà, c'est fait. Merci, Camille. Jérôme, tu souhaitais intervenir ? Oui, je voulais réagir un petit peu par rapport à plusieurs éléments qui ont été apportés, que je trouvais intéressants. Bon, par rapport à ces questions de connaissances, c'est quelque chose… Je crois que, je vois tes lèvres bouger, mais je ne t'entends pas, donc je pense que tu as ouvert ton micro. Ah, si ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. C'est bon, Iris, Camille? Je ne sais pas trop quoi faire si ça ne marche pas. Camille, vous nous entendez? Tu m'entends à moi? Non, on t'entend, Jérôme. Voilà, vous avez nos adresses. Bon, sinon, le temps que ça revienne pour elle, une information un peu plus générale sur les questions de connaissances. Par rapport au SINP, en fait, le SEN est référent sur toutes les données faunes pour le SINP. Le SINP, c'est le système du ministère de l'Environnement qui permet de mettre en commun toutes les données biodiversité. Et donc, sur toutes les données faunes, c'est le SEN qui pilote au niveau régional, et sur toutes les données flore, c'est les CBN qui pilotent ça au niveau régional. Pour des acteurs tels que vous, si vous avez effectivement mis en place des diagnostics et des choses comme ça, vous avez des lots de données, vous avez vos propres façons d'acquérir de la donnée et tout ça, ça fonctionne par le biais de conventions, c'est-à-dire il y a une convention qui est passée entre le SINP régional, que ce soit pour de la faune ou de la flore ou les deux, et puis avec vous, et puis ça permet de passer par un circuit très organisé d'échange d'informations. Mais c'est quelque chose qui fonctionne bien, et maintenant on est assez rodé là-dessus. Après, ce que soulevaient Iris et Camille, qui est un vrai problème, c'est celui de l'alerte, comment être rapide. Et là, c'est vrai que si vous détectez quelque chose qui est assez inhabituel, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, au niveau Occitanie, il y a des référents. Donc, vous allez directement sur les référents, dire, bon voilà, j'ai trouvé tel truc à tel endroit, je pense que c'est problématique, ou est-ce que c'est problématique? Et après, derrière, elles peuvent court-circuiter le système pour aller plus vite. Je réexpliquais juste le système SINP et puis le problème de l'alerte et comment passer de l'un à l'autre, quoi. Ok, ça marche. Merci. Alors, alors sinon, je voulais aussi quelques éclaircissements et puis dire un peu moi ce qui m'a intéressé notamment dans l'intervention, c'est le fonds d'urgence là qui est évoqué. Je voudrais savoir un petit peu comment il est construit, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il flèche. Est-ce que c'est le début d'un fonds d'urgence petit qui peut grossir, ou c'est enfin voilà, quelques éléments là-dessus.
Et puis ensuite, le tableau de bord sur les espèces exotiques envahissantes faune là, que vous évoquez, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. J'aimerais qu'on avoir un peu plus d'éléments dessus. Vous disiez que vous allez nous montrer un peu comment ça marche. Je serais vraiment intéressé. Et puis, parce que forcément, l'idée derrière, c'est de savoir comment on met en musique ce qui existe aussi. Donc, il y a des trucs au niveau flore, il y a des trucs au niveau de différentes plateformes et tout ça. Voilà, comment on peut essayer de faire en sorte que tous les outils soient à leur optimum. Et puis, par rapport à il y a une autre question aussi qui a été soulevée, c'est la question de la surveillance à travers la mise en place d'un réseau de surveillance. Donc là, voilà, qu'est-ce que ça veut dire un réseau de surveillance? Ça veut dire qu'on va identifier soit des milieux cibles, soit des espèces cibles, et puis essayer d'acquérir de l'information dessus, être relativement réactif. Donc voilà, moi je pense que ça sera intéressant de se coordonner là-dessus pour que tant au niveau flore qu'au niveau faune, on puisse éventuellement apporter un dispositif commun. Parce que je pense que pour les gestionnaires que vous êtes, c'est intéressant de savoir globalement ce qu'il y a à chercher, que ce soit faune et flore, ça peut être utile. Et puis par rapport à la question des retours d'expérience de gestion, communément on appelle ça des REX. Il y a plusieurs dispositifs qui existent déjà, et donc c'est intéressant aussi de les mettre en lien les uns avec les autres. Donc on a un dispositif national qui fonctionne bien, qui est celui du centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes, qui permet d'accéder à beaucoup d'informations relativement à jour sur la gestion de ces espèces par des acteurs tels que vous, Il y a aussi un dispositif qui a été, enfin, côté CBN en Midi-Pyrénées, nous on avait investi du temps pour discuter avec les acteurs et co-construire avec eux des retours d'expérience de gestion, et on avait aussi fait le lien avec le national. Donc il y a certains REX qui remontaient au centre de ressources national et d'autres qui étaient plus de portée régionale. Et puis, au niveau du SEN, il y a aussi la volonté de mettre en place des REX. Et puis, il y a cette plateforme Osmose au niveau de la RB. Donc, ça sera intéressant, le plus tôt possible, je dirais, d'essayer de voir comment on peut marier ces outils pour que ça soit le plus opérationnel possible pour les acteurs, quoi. Parce que quelque part, mettre en place un REX sur la faune, c'est pas la même chose que mettre en REX pour la flore. C'est peut-être pas la même façon de mettre les choses en scène, de les dire et de les préparer et de les faire. Mais c'est important que l'information, elle soit facilement mobilisable par n'importe qui, et que ça puisse aller au national si c'est pertinent, ou que ça puisse être bien valorisé au régional aussi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très indispensable qu'on se coordonne pour pas se retrouver avec plein de super outils, mais qui travaillent tous dans leur coin, et puis finalement, c'est de la perte, quoi. Voilà. Bien sûr, par rapport au lien avec le Centre de ressources nationales, l'idée, c'est pas du tout de faire doublon, c'est juste qu'ils n'ont absolument pas la possibilité, enfin, ils font un tri énorme sur ce qu'ils décident de publier sur leur site internet. Et du coup, l'idée, c'est vraiment qu'on ait un appui local, donc, local, au niveau de la région. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite mettre en place cet outil-là. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de faire doublon. Mais par contre, en effet, ce qui serait intéressant, c'est de faire remonter ces retours d'expérience de gestion au niveau national. Et après, c'est plus de notre ressort, si vous voulez, si c'est sélectionné, entre guillemets, ou pas, et si c'est partagé. Ça dépend tellement des contextes. Et comme tu dis, Jérôme, voilà, c'est... Pour la faune aussi, enfin, voilà, il y a tellement de choses à prendre en compte, les enjeux locaux aussi, donc je pense que ça ne fera pas doublon et que ça servira à tout le monde. Et oui, en plus, Osmose, là, on pourra en reparler l'année prochaine, mais apparemment, ça a l'air d'être quelque chose de plus dynamique sur des discussions, etc. Alors que là, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est un inventaire, vraiment avoir un état des lieux aussi des actions de gestion, donc quelque chose de figé, entre guillemets, alors que la plateforme pourra peut-être apporter quelque chose de plus dynamique et favoriser les échanges réguliers. Donc, je pense que sur ça, on peut aussi essayer de coordonner, d'être complémentaire sur ces deux outils-là. Alors, du coup, pour répondre à ta toute première question sur le fonds d'urgence, pour le moment, donc, il faut savoir que nous, la stratégie, elle est financée et par l'Adréal et par la région Occitanie. Que pour l'Adréal, on part sur des financements à chaque fois d'une année. Pour la région, là, on fait une demande sur 3 ans. Donc,
cette petite différence. Donc, à savoir que cette enveloppe, pour le moment, c'est un budget fixe quoi, pour les 3 prochaines années. Que c'est pas forcément fléché sur une action particulière. Justement, le but, c'est vraiment de pouvoir mobiliser cet argent selon les besoins. Enfin, on ne peut pas anticiper ce qui va arriver dans le futur. Donc, c'est vraiment de rester flexible en fait par rapport à ça et par rapport à des espèces qui pourraient être nouvelles arrivantes sur le territoire. Donc, ça sera vraiment en fonction du contexte, de quelle espèce, du lieu aussi où cette espèce a été retrouvée, etc. Typiquement, ce dont va vous parler Vincent et Mickaël tout à l'heure sur l'écrevisse à taches rouges, c'est quelque chose dont on discute en fait, parce que c'est un cas d'école sur lesquels on pourrait mobiliser cette enveloppe. Donc, il faudra qu'on en discute, il faudra que ce soit validé par notre conseil scientifique aussi, voilà. Mais c'est ce type d'espèces qui sont... c'est la seule... Bon, moi, je laisserai... Je spoil pas ce que va vous présenter Vincent, mais vous comprendrez... Ça me rassure. à quoi ça pourrait servir, quoi. Voilà. Et donc, pour répondre à ta deuxième question, donc sur le tableau de bord, donc je vais vous partager mon écran. Comme ça sera plus simple. Vous verrez directement de quoi on parle. Donc, pour le moment, c'est vraiment un outil en construction. Donc là, est-ce que tout le monde voit bien cette page où c'est marqué EE tout en haut à gauche et il y a une carte avec orange avec des mailles? Est-ce que tout le monde voit bien ça? Oui, c'est bon. Ok. Donc l'objectif, vous voyez, c'est ici, en fait, vous pouvez sélectionner l'espèce sur laquelle vous avez envie d'avoir plus d'informations. Ici, on va mettre en forme quelques chiffres clés sur la stratégie. Et ensuite, en fait, donc là, par exemple, on a pris l'exemple de Brocambarus clarki. Vous avez ici donc, des informations plus globales sur les espèces exotiques envahissantes faune en région. Et après, vous avez des informations précises en fait, sur l'espèce qui vous intéresse, quoi. Donc, vous avez notamment sa répartition là, au niveau par commune. Donc là, c'est ce qu'on vous disait, c'est les données du SNP régional et national. Vous avez voilà, un certain nombre d'informations sur les observations, quand est-ce qu'elles ont été faites, dans quelle commune, combien d'individus, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc après, en fait, donc ici, pour le moment, le tableau de bord se termine. Mais en fait, ce qu'on aimerait, c'est à la suite avoir justement une carte qui représente les différentes actions de gestion qui ont été conduites sur cette espèce en région. Donc comme ça, ce qui nous paraît, ce qu'on a jugé intéressant, ce serait que, par exemple, vous, gestionnaire d'espaces naturels, vous cherchez des informations sur cette espèce, vous avez une idée de sa répartition et vous pouvez avoir accès facilement aux localisations, en fait, et à la localisation des actions de gestion qui ont déjà été faites sur cette espèce-là. Donc l'idée, ce serait, voilà, facilement, on peut retrouver des informations en disant « Ah, telle espèce a été gérée sur tel territoire », avec éventuellement un contact si la personne est d'accord pour partager ses coordonnées. Et donc pour favoriser justement la mise en réseau en fait, des gestionnaires d'espaces naturels. Et typiquement, avoir des actions peut-être plus cohérentes, par exemple, je sais pas, à l'échelle d'un bassin versant ou quoi, si vous vous rendez compte qu'en fait, il y a un autre acteur sur votre territoire qui engage des mesures de gestion vis-à-vis d'une espèce qui vous pose problème aussi. Voilà, c'est un peu l'idée de cet outil qui, oui, pour l'instant, est encore en construction. Qui est encore en construction. L'idée, c'est de le finaliser en 2022 et qu'il soit vraiment opérationnel en 2022, suite notamment au travail là, que va engager la stagiaire dès le début de l'année. Oui, du coup, fin 2022. Fin 2022, on espère qu'il sera complet. Voilà. Et il pourra continuer d'être alimenté, évidemment, par contre, par les REX. Très bien, merci. Du coup, ça répond à la question de Julie qui était dans le chat, à savoir si ce tableau de bord était déjà accessible, mais du coup non, ça le sera fin 2022, hein, c'est bien ça.
Oui, après, si c'est pour ça dépend. En gros, ponctuellement, on partage le lien du tableau de bord. Si c'est pour avoir les répartitions, par exemple, des espèces, c'est quand même pratique parce que vous avez un outil déjà qui peut au moins vous donner la répartition des espèces. Bon, après, est-ce que l'information vous suffit? Mais donc, c'est possible. On peut partager le lien si besoin. Très bien. Je vous propose qu'on passe à la présentation de Vincent et qu'on continue les discussions et les échanges suite à sa présentation. Ok. Donc, c'est moi qui vais partager mon écran. Tout le monde m'entend? Oui. Ok. Bon, bonjour à tous. Je suis désolé, j'ai un petit souci avec mon ordinateur ce matin. Donc, en fait, je n'ai pas la main sur ma présentation, sur mon PowerPoint. Donc, il va falloir… c'est Julie qui va… Oui, alors je suis en train d'essayer de l'afficher. D'accord. Donc, en attendant, je vais me présenter. Donc, Vincent Miquel, je suis technicien rivière au SMBV2A, qui est le syndicat mixte du bassin versant Aveyron-Amont. Donc, c'est une structure qui a été créée le 1er janvier 2017 et qui gère tous les milieux aquatiques sur la rivière Aveyron et les affluents, bien sûr. Donc, on intervient sur 83 communes, 15 intercos et sur 2000 km de cours d'eau. Donc, je dois excuser Marion Sudre, qui est la directrice de la structure, qui n'a pas pu être disponible ce matin. C'était elle qui a dû vous présenter l'action qu'on a mis en place là, sur la Factionis rusticus. Voilà, donc je dois l'excuser. Donc, je vais essayer de la remplacer du mieux possible. Au niveau présentation, donc si j'avais 2 mots, enfin on va dire 3 mots par rapport aux espèces exotiques envahissantes, je dirais sensibilisation, réglementation et réactivité. Voilà donc pour la présentation. Donc, je vais passer assez rapidement sur la première diapositive parce que je pense tout le monde est averti sur la problématique des espèces exotiques envahissantes. Alors, on avait fait une petite présentation à nos élus pour expliquer le phénomène iceberg des espèces exotiques envahissantes. Alors, phénomène iceberg à la fois pour l'impact sur l'environnement, mais surtout sur le coût économique. Le souci qu'on a avec ces espèces exotiques envahissantes, c'est qu'on a du mal à évaluer l'impact. L'impact écologique, oui, mais l'impact économique, des fois, on a du mal à l'évaluer, notamment sur les espèces émergentes. Donc, ce qu'on sait par contre, c'est que plus on va être réactif sur une espèce qui est émergente, plus on aura des chances d'éviter les problèmes par la suite et voire de l'éradiquer. Donc voilà, c'était la petite diapo là, avec le phénomène iceberg, voilà, qu'on essaye de mettre l'appui auprès de nos élus. Donc, je vais vous parler plus particulièrement de la Factionis rusticus. Donc, malheureusement, sur l'Aveyron et autour de Rodez, nous sommes champions d'Europe. Malheureusement, ça serait bien passé. En 2019, donc, on a découvert une nouvelle espèce d'écrevisse, donc la Factionis rusticus, pour la première fois sur le continent européen. Donc, écrevisse à taches rouges aussi, qu'on appelle plus communément. Donc, c'est une écrevisse qui est originaire du continent américain, notamment du nord de l'Amérique, de l'État de l'Ohio. Donc, elle est facilement repérable parce que sur l'abdomen, elle a des taches rouges, comme on peut voir sur la photo. Donc, des taches rouges bien caractéristiques sur l'abdomen et puis sur les pinces, des petits ergots à l'intérieur. Et au bout des pinces, il y a une petite circonférence plus noirâtre et blanche carrément en bout de pince. Donc voilà, on la distingue facilement quand on est un peu averti. Donc c'est une écrevisse qui est réputée pour être la plus invasive au monde et une des plus prolifiques. Donc cette écrevisse a été découverte par un pêcheur sur un petit plan d'eau
donc un pêcheur qui était un peu averti, qu'il a trouvé un peu pas commune, cette écrevisse. Donc, il a amené cette écrevisse à la Fédération départementale de la pêche de l'Aveyron, qui l'ont expertisé en collaboration avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Donc là, il y a eu des spécialistes au niveau national qui ont caractérisé et déterminé que c'était bien la Phactionus rusticus, donc l'écrevisse à taches rouges originaire du continent américain. Juste en dessous, les petits diagrammes, là c'est Marion qui a fait un peu de recherche bibliographique et qui a notamment, il y a l'impact de la Phactionus rusticus sur le continent américain, notamment aussi au Canada, sur les plans d'eau. Donc le premier diagramme, je crois que ça représente un peu l'impact de la Phactionus sur la virilus, sur l'écrevisse virilus, aussi une nouvelle espèce qui a été découverte aussi en France cette année. Donc on voit très bien que dès qu'il y a la Phactionus rusticus, la virilus, elle chute considérablement. Le deuxième diagramme, c'est sur l'impact sur les bivalves et après sur la faune aussi. Donc, on va passer aux diapositives suivantes. Donc, 2019, découverte de la Phactionus rusticus sur notre territoire. Donc, là, dès 2019, on s'est, en partenariat avec la Fédération départementale de la pêche, on a essayé d'être le plus réactif possible pour, suite à cette découverte, de voir le périmètre de colonisation. Donc là, on s'est aperçu qu'elle était effectivement présente sur ce petit plan d'eau de 4500 mètres carrés, mais aussi sur le petit cours d'eau qui est juste en aval. Et donc, on a repéré des individus jusqu'à 2,5 km de ce plan d'eau. Donc, en fait, à l'heure actuelle, le territoire, il est sur le plan d'eau et sur 2,5 km de cours d'eau. Dès 2019, donc, nous avons fait des repérages sur le terrain, donc ça va avec comment on a pu déterminer le territoire, c'est avec des prospections de jour et de nuit, étant donné que l'écrevisse elle est plus active la nuit, par la pose de balance aussi, et par des pêches électriques. Donc 2019, ça a été essentiellement de la prospection, et bien sûr, dès qu'on repérait des individus, on les tuait immédiatement. 2020, alors le problème, c'est qu'on a été averti en septembre en 2019, et on sait qu'à partir du mois de novembre, l'écrevisse n'est plus beaucoup moins active. Donc, il a fallu être très, très réactif pour mettre en place des prospections, comme je disais, de jour et de nuit. Donc, ça, dès 2019, on a su à peu près le territoire qui était de colonisation. 2020, on a continué les prospections dès le printemps et des piégeages sur le cours d'eau et au niveau du plan d'eau. Donc, le souci qu'on a eu, c'est que sur ce plan d'eau, il n'était pas réglementaire, donc il a fallu faire déjà par rapport à la police de l'eau, de le rendre réglementaire. Et surtout, c'est sur un plan d'eau privé de collaborer avec la propriétaire qui était un peu réticente au départ parce qu'elle avait été mise en demeure par la police de l'eau pour éradiquer cette espèce-là. Alors, le problème, c'est que cette dame-là n'était pas du tout au courant de cette écrevisse. Elle a été découverte par un pêcheur qui n'avait même pas l'autorisation d'aller piéger sur ce plan d'eau. Donc, ça a été un peu compliqué en termes de relationnel avec la propriétaire. Donc, il a fallu un peu la mettre en confiance. Et nous, le syndicat de rivière, donc, on lui a proposé notre aide, surtout pour essayer de trouver des financements pour mettre en place des actions le plus rapidement possible. Donc, en 2020, ça a été pas mal de démarches administratives pour à la fois régulariser le plan d'eau, pour avoir toutes les autorisations nécessaires et de tisser un relationnel, un contact avec la Fédération départementale de la pêche, avec l'agence de l'eau, Ardon-Garonne, avec des spécialistes des écrevisses, avec notamment le professeur Grandjean de l'Université de Poitiers, avec un des spécialistes de renommée nationale qui est Théo Dupéré de Bureau d'études Soléo, et bien sûr avec l'Office français de la biodiversité.
Donc 2020, on a continué, comme je disais, à piéger avec des NAS, des balances et pêche électrique. Et 2021, donc là, on a mis en place toute une stratégie et une intervention sur le terrain pour mettre à sec le plan d'eau, de façon à récupérer le maximum d'individus sur le plan d'eau. Donc là, nous sommes sur le plan d'eau, nous sommes à plus de 5000 individus capturés. Donc ça a été un peu compliqué, notamment avec les conditions météorologiques, parce que cet été, ça a été très pluvieux et donc on a eu du mal à mettre à sec le plan d'eau. Alors, c'était un peu compliqué, d'autant plus que c'est sur un site isolé, un peu en campagne. Donc, pour installer les pompages, les systèmes de pompe, tout ça, c'était un peu compliqué. Et toutes les eaux, bien sûr, qu'on pompait, on était obligé de les filtrer pour éviter que des petits individus partent en aval. Donc, il a fallu mettre tout un dispositif à la fois de filtrage des eaux et puis de barrières passives, comme vous pouvez voir sur la première photo à gauche. On a commencé à faire un premier abaissement du niveau d'eau dans le plan d'eau, de façon à ce que toutes les écrevisses qui étaient réfugiées en berge ou sous berge puissent aller recoloniser le centre du plan d'eau. Et une fois qu'on a mis ça, on a mis en place une barrière passive avec des lithos et des bâches de façon à ce que les écrevisses ne repartent pas dans le milieu naturel et notamment dans le cours d'eau qui est adjacent. Donc, ça a pris pas mal de temps pour mettre ça en place. Le système de vidange aussi, mais quand on pompe de l'eau, comme ça, il faut faire attention à ne pas impacter le cours d'eau en aval, notamment avec tout ce qui est matière en suspension. Donc, il y a un contrôle qui a été fait en permanence avec l'Office français de la biodiversité par rapport à l'impact physico-chimique en aval. Ce qu'on a mis en place aussi en périphérie du plan d'eau, c'est une barrière, une clôture électrique, de façon à ce éviter que les bovins ou les gros gibiers type sanglier n'aillent dans le plan d'eau et nous détruisent notamment la barrière passive qu'on a mis en place en périphérie. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Et donc voilà, là, vous avez un peu le bilan de 2019, 2020, 2021. Donc le linéaire colonisé, comme je disais, c'est sur le plan d'eau, donc sur 4500 m² et sur 2,5 km de cours d'eau. En tout, on a capturé plus de 5000 individus, dont 93% dans le plan d'eau. Et 80% sont situés dans les 250 mètres en aval immédiat du plan d'eau, donc sur le cours d'eau. Donc l'aire de répartition, a priori, reste la même depuis la découverte, depuis 2019, parce que cette année 2019, 2020, 2021, on a continué à faire des prospections jour et de nuit. Donc pour le moment, a priori, je dis bien a priori, le territoire est bien délimité sur ce secteur-là. Alors le problème qu'on a, c'est qu'en fait, on peut affirmer de la présence, mais on ne peut pas il y a toujours une part d'incertitude sur les parties aval. On ne l'a pas découverte, mais on ne peut pas garantir à 100% qu'elle n'y est pas. Donc voilà, après 2021 aussi, j'ai oublié de le dire, c'est que lors de la vidange, on a procédé aussi à un chaulage avec de la chaux vive du plan d'eau, de façon à détruire l'ensemble des petits individus qui pourraient être présents dans la vase et au fond du plan d'eau. Donc ça, c'était un peu compliqué à mettre en place techniquement. Bon, tous ces travaux ont pu être mis assez rapidement en place parce qu'on a une équipe en régie. Donc là, voilà, c'est pour ça que je disais en préambule que la réactivité sur ces espèces émergentes est primordiale. Voilà. Donc là, vous avez un petit rappel de toutes les personnes qui ont collaboré pour l'intervention. Donc, bien sûr, l'Office français de la biodiversité, l'Agence de l'eau à Dour-Garonne en termes de financement, qui nous ont accompagnés et qui ont été relativement réactifs pour débloquer des fonds, pour intervenir, notamment pour payer des hommes au jour, parce qu'en tout, ça représente pas mal d'hommes au jour d'intervention sur le terrain. Donc, Théo Dupéré de Bureau d'études Soléo, l'Université de Poitiers qui a suivi de près toute cette action-là, et bien sûr le partenaire incontournable, la Fédération départementale de la pêche.
On peut passer à la diapositive suivante. Alors, c'est vrai que sur les espèces envahissantes, eh bien, on dit qu'il faut beaucoup sensibiliser, communiquer. Alors nous, là, on a eu plutôt une problématique à l'inverse, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas souhaité de communiquer sur notamment la localisation sur cette espèce-là, parce qu'on a toujours peur des personnes malveillantes qui viennent sur le terrain. Le côté exotique peut attirer des personnes, notamment des personnes qui font tout ce qui est aquarophilie, parce que on sait très bien que cette espèce-là, elle n'est pas arrivée naturellement sur ce lieu-là. C'est impossible. Donc, c'est bien l'intervention de l'homme qui a pu la mettre sur ce site-là. Donc, on est très vigilant par rapport à ça. C'est l'explication aussi pour la raison pour laquelle nous avons... Normalement, je devais vous diffuser une petite vidéo qu'on a réalisée depuis le départ. On a filmé toutes les actions qu'on a mises en place sur le terrain. Cette vidéo est en cours de montage, mais elle est quasiment finalisée, mais on attend l'accord de tous les partenaires pour pouvoir la diffuser. Et jusqu'à présent, on a été un peu vigilant parce qu'on a peur qu'il y a des personnes malveillantes, encore une fois, qui viennent récupérer des individus et qui le mettent ailleurs. Un peu comme ça s'est passé un peu pour l'écrevisse de Californie, l'écrevisse signal. L'autre aussi raison pourquoi on n'a pas communiqué jusqu'à présent, c'était par rapport à l'enjeu et la sécurité du personnel, parce qu'on réalisait pas mal de prospection de nuit, donc on ne souhaitait pas non plus aussi qu'il y ait une multitude de personnes ou des personnes curieuses qui viennent sur le site. Voilà, donc il y a ce souci-là aussi. Et par rapport aussi vis-à-vis de la propriétaire du plan d'eau, comme je vous le disais, qui est au préambule, c'est qu'elle était un peu assez... interrogative par rapport à l'action. Donc, on voulait surtout tisser un climat de confiance avec la propriétaire pour pouvoir réaliser concrètement, enfin, le mieux possible les actions en place. Alors, maintenant, je pense qu'on va pouvoir communiquer parce que il est nécessaire, même indispensable, parce qu'on se heurte au problème de financement. Et donc là, j'ai bien retenu par rapport à la mobilisation du fonds d'urgence. Nous, ça va être primordial pour le 2022. Nos partenaires financeurs qui sont classiques, qui sont l'agence de l'eau, la région et le département, a priori, je dis bien, continueront à financer, mais là, on arrive à un taux de financement à 50%. Uniquement. Et nos élus du syndicat de Rivière ont été très catégoriques, c'est-à-dire que si on n'a que 50%, nous ne continuerons pas l'intervention sur le terrain. Donc là, il y a vraiment une nécessité, une urgence plus de mobiliser des fonds pour continuer l'action. On sait que, enfin, on a l'espoir de pouvoir éradiquer cette espèce-là. Je pense que le défi est jouable. Par contre, ça va nécessiter des moyens humains et de la réactivité le plus vite possible. Parce qu'on sait très bien que si cette espèce-là, elle a colonisé le cours d'eau de l'Aveyron, je pense que malheureusement, ça va être un peu très compliqué pour l'éradiquer. Pour le moment, vu le territoire qu'elle est colonisée, je pense que c'est jouable de pouvoir relever ce défi. Mais voilà. Donc, ça va se heurter par rapport au problème des financements. Donc, nous avons averti nos élus au plus haut, notamment les parlementaires. Prochainement, il va y avoir une rencontre avec la préfète de l'Aveyron pour essayer de voir comment on peut mobiliser des fonds assez rapidement. Voilà, puisqu'on est sur un enjeu européen, donc ça ne peut pas être uniquement des fonds d'un syndicat de rivière ou d'une fédération départementale de la pêche, parce que la fédération départementale de la pêche a les mêmes soucis que nous par rapport au financement des hommes au jour, de leurs techniciens, de leurs ingénieurs qui participent aussi à l'éradication de cette espèce-là. Voilà. Donc, par rapport à l'appel des fonds d'urgence, voilà, nous, ça va être... la chose qui va être vraiment nécessaire le plus rapidement possible, d'avoir une visibilité financière pour l'année 2022.
Voilà, je préfère qu'on puisse échanger, si vous voulez, par rapport à des interrogations, par rapport à cette espèce-là, par rapport à si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a mis en place. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la réactivité est très, très importante. Là, je tiens à souligner aussi le partenariat qu'on a pu tisser avec l'ensemble des partenaires, notamment avec l'Université de Poitiers qui nous a apporté beaucoup d'éléments, avec Théo Dupéré, la Fédération départementale de la pêche, la réactivité de l'Agence de l'eau qui a permis de débloquer des fonds rapidement. On s'aperçoit que voilà, quand on est réactif et qu'on a des moyens à la fois humains et financiers, on peut essayer d'éradiquer sur des espèces émergentes. Après, on sait très bien que plus on atteint, plus ça va être très, très, très compliqué. Voilà, donc je laisse la parole aux personnes qui souhaitent avoir plus de détails. Merci, Vincent. Je ne sais pas si j'étais assez clair, mais bon. Si, c'était très clair et c'est vrai que ça fait se poser beaucoup de questions quand même. Hein. Moi, la première question qui me vient, c'est effectivement cette propriétaire privée qui n'est au courant de rien, ce pêcheur qui trouve ça là. Et on se demande, alors, soit de la bonne foi de la propriétaire, soit comment cette espèce a pu effectivement être introduite dans ce plan d'eau privé. Vous n'avez aucune idée de... Non, malheureusement, on n'a aucune idée. C'est quasiment certain que ce n'est pas la propriétaire qui est à l'origine de cette espèce-là. C'est une propriétaire qui n'habite pas sur le lieu, qui n'est pas du tout branchée sur la pêche, sur l'aquariophilie. Donc, c'est quasiment certain que ce n'est pas la propriétaire qui est responsable de l'introduction de cette espèce-là. C'est un plan d'eau qui est privé, mais qui est facilement accessible à toute personne, qui est situé à bord d'un petit village. Voilà, donc en fait, on peut tout imaginer. Mais après, c'est vrai que c'est très, très difficile d'enquêter, d'aller rechercher l'origine. Voilà, après, c'est des enquêtes policières. Bon, malheureusement, là-dessus, même l'OFB ou gendarmerie n'ont pas forcément les moyens humains et de prospecter, d'enquêter, de savoir l'origine de l'introduction de cette espèce-là. Ouais. Peggy, tu voulais intervenir ? Alors oui, je voulais intervenir. Bon, j'ai trouvé la présentation très très intéressante. Bon, d'autant que évidemment ça paraît être donc être sur une écrevisse qui est donc découverte à l'échelle européenne. Donc c'est vrai que pour votre territoire, c'est quand même très important. Et j'imagine que du coup tout le réseau qui s'est constitué autour de vous, à partir de la Fédé de pêche jusqu'à aujourd'hui l'OFB, etc. Ça a tout son sens évidemment. Donc heureusement. Moi, ça fait un peu écho justement à une problématique que je vais devoir gérer dans le cadre, donc, comme je vous le disais, donc moi je m'occupe du site Natura 2000 Salat et aussi de l'appel à projet qu'avait lancé l'Entente pour l'eau sur les zones humides, la restauration de zones humides. Donc j'ai proposé une zone donc, qui est située sur la commune de Prat Bon Repos, où on a des anciennes gravières qui ont été remises en eau. Alors, l'historique sur ces remises en eau change, enfin, c'est du cas par cas, on va dire. Mais je vais avoir un peu le même, je pense, type de problématique, puisque c'est un plan d'eau qui appartient à une propriétaire qui n'est pas sur place. Et ce plan d'eau, il est magnifique quand on arrive, parce que c'est vrai qu'il a une faune et une flore très, très abondantes. Donc, on s'était dit qu'on pourrait certainement faire quelque chose de super. Sauf que, en fait, il y a aussi bien des espèces, on va dire, indigènes que exogènes. Voilà, donc j'ai découvert notamment une moule anodonte du coup, qui m'a fait plutôt sourire et j'étais contente parce que c'est plutôt une espèce, en effet, qu'on peut retrouver dans le salat et qui est donc indigène. Par contre, j'ai la tortue de Floride, j'ai les écrevisses américaines, j'ai le ragondin et je ne savais pas justement comment prendre la chose. Donc, dans mon planning, ce n'est pas avant l'année prochaine que je m'en occupe, mais bon, votre retour d'expérience m'intéresse parce que c'est vrai que je pensais du coup évidemment voir ça avec la Fédé de pêche de l'Ariège dans un premier temps, mais je me demande aussi par rapport notamment à la tortue de Floride qui n'est pas extrêmement présente par ailleurs, comment on pourrait aussi faire. Alors bon, de là à vidanger, tout ça, c'est vrai que tout ça, ça me paraît énorme comme travaux en fait. Moi, ma question c'était combien ça a coûté et quel a été finalement le plan de financement pour cette première opération déjà.
Alors, le coût, moi, je n'ai pas les chiffres sous la main exactement, mais en tout cas, sur 2022, on est sur un budget aux alentours de 60 000 € qu'on a prévu. Cette année, uniquement pour le syndicat de Rivière, pour 2021, nous avons passé plus de 80 hommes-jours. Et aux alentours de 15 000 € d'investissement. Les investissements, c'est l'installation d'une pompe, le système de filtrage, la barrière passive, la clôture électrique qu'on a mis autour. Voilà. Et les hommes jour, c'est des prospections de jour, de nuit. L'équipe en régie qui a mis en place tout ce dispositif-là. Voilà, donc c'est ça. Et après, plus le coût des interventions de la Fédération départementale de la pêche qui sont du même ordre, quoi. Uniquement des hommes jour, par contre, ce n'est pas eux qui ont pris en charge les investissements. Mais là, c'est le syndicat de Rivière qui a pris en charge les investissements. Pour 2022, les perspectives sont aux alentours d'un budget de 60 000 €. Alors, quand on voit le coût des autres espèces exotiques envahissantes, qui n'est pas si élevé que ça, mais à l'heure actuelle, même promoviser 70 000 € de crédit, on a du mal, quoi. On a du mal parce que voilà, les élus locaux ils disent oui, très bien, nous voulons bien faire notre part, mais si c'est de l'enjeu européen, il faut qu'il y ait des moyens au niveau national, voire européen, pour essayer d'éradiquer ça, parce que le problème là, c'est qu'on ne sait pas trop où on va, quoi. Et les élus, c'est ceux qui ont peur, c'est qu'en fait, on y met un doigt, et puis le bras, et puis on ne sait plus où ça s'arrête, quoi. Alors, nous, on a tiré la sonnette d'alarme parce qu'on pense que voilà, c'est jouable, que pour le moment, si on intervient assez rapidement, on a eu la chance. C'est vrai qu'il y a pas mal de circonstances qui font qu'on a eu un peu de chance, parce que c'est vrai qu'il faut que cette écrevisse aura été découverte par un pêcheur de façon un peu par hasard. On a eu la chance que la Fédération départementale de la pêche a été très réactive. Nous, avec l'équipe en régie aussi, on a été relativement réactifs pour mettre en place les actions. Donc, ça a été souligné d'ailleurs notamment par l'Université de Poitiers, parce qu'eux, ils ont une vision un peu nationale, même au-delà du territoire national. Théo Dupéré aussi disait, il a été admiratif de la synergie qu'il y avait entre les structures. J'ai oublié de préciser aussi la police de l'eau, la DDT de la Direction départementale du territoire de l'Aveyron, qui a été très très réactive aussi pour toutes les autorisations. Parce que quand vous proposez techniquement une vidange d'un plan d'eau, voilà, il faut faire tout un dossier administratif. Mais quand le plan d'eau n'est pas réglementaire, donc il faut déjà l'officialiser. Donc voilà, tout ça, ça prend énormément de temps. La démarche administrative prend énormément de temps. Quand on fait des pêches électriques, pareil, il faut avoir les autorisations. Donc voilà, tout ça, on a eu la chance d'avoir des services qui ont été très réactifs et qui nous ont fortement aidés, appuyés. Donc c'est vrai que ce n'est pas le cas partout. Et voilà, s'il y a quelque chose de positif à souligner, c'est cette synergie qu'il y a eu entre les différentes structures. Donc après, c'est très enrichissant aussi. On peut voir un côté positif. Moi, je me suis aussi... ça a été très, très intéressant de rencontrer tous ces spécialistes, ces différents organismes. Mais bon, c'est sûr que ça serait bien passé, mais à la fin, voilà, elle est là, on essaie de tout mettre en place. Par contre, après, d'avoir une visibilité financière sur les années à venir, voilà, c'est ça qui est compliqué. Puis moi aussi, j'aurais un vœu, c'est sur ces espèces exotiques envahissantes, d'avoir un guichet unique. Ça serait intéressant parce qu'on s'y perd. On s'y perd, même nous, en étant de la partie, on s'y perd. Alors imaginez le grand public, même si on découvre une espèce exotique envahissante, on ne sait plus à qui le signaler, comment intervenir, est-ce que c'est la mairie, la commune, le département, la région, voilà, c'est ça qui est un peu difficile pour le grand public notamment. D'accord, merci en tout cas pour l'expérience, mais c'est vrai que c'est vraiment du fait aussi que cette espèce du coup soit aussi, comme je disais, à l'échelle européenne. Moi, c'est pas que je me sente démunie vis-à-vis de mon petit plan d'eau, mais c'est vrai que je ne sais pas trop non plus comment prendre la chose. Donc je vais élargir le cercle progressivement certainement, et puis je reviendrai aussi auprès d'Iris et Camille certainement aussi sur ces systèmes d'alerte qui sont en cours de construction.
Parce que c'est vrai que j'aimerais beaucoup savoir, par exemple, la tortue de Floride, si je l'ai à proximité ou pas. Peut-être qu'en effet, il faudrait lancer un inventaire aussi au niveau du site Natura, je ne sais pas, puisque j'ai quand même le Salat est pas très loin de ces anciennes gravières, mais je ne suis pas sur le périmètre non plus, puisque le périmètre du site du Salat, on est en train de le réviser là pour qu'il prenne un petit peu plus de largeur au niveau des berges. Donc c'est vrai que bon, je me sens un peu démunie et surtout que le budget que j'avais prévu au départ était peut-être certainement un peu minimaliste pour mener une pré-étude. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, merci. Je reviendrai certainement vers Marion ou toi. Oui, pas de souci. Ouais, n'hésitez pas, on a mis le lien du tableau de bord là dans la discussion, ça permet déjà peut-être d'avoir une vue d'ensemble et puis après nous on a les données plus précises, donc si on peut aussi travailler à une échelle un peu plus restreinte, donc n'hésitez pas à revenir vers nous et puis comme ça on se focalisera plus sur le site Natura 2000 en question. Ça m'amène une question du coup, Camille et Iris. Est-ce qu'il y a une procédure, standard en fait à réaliser de déclaration, enfin certaines étapes à mener pour déclarer quand on se rend compte effectivement que sur son site on a une espèce problématique, envahissante, etc. Plus c'est vrai quand on voit la difficulté, moi là, ça m'alerte parce que quand je vois Vincent que par rapport à l'enjeu qu'il y a, c'est une espèce qui est nouvellement arrivée, qui a que là au niveau européen, etc. Et que malgré tout, avec cet enjeu d'éradication, vous n'arrivez pas à trouver les financements au-delà de 50% et sur un budget qui n'est pas non plus énorme par rapport à l'enjeu, c'est pas hyper positif, quoi. Effectivement, il va falloir on va trouver des solutions et on est là pour ça, effectivement, pour travailler tous ensemble pour que ça fonctionne peut-être mieux. Mais c'est vrai que ça interroge beaucoup et ça pose des soucis pour les gestionnaires. Donc, pour en revenir à ma première question, est-ce qu'il existe des démarches, des protocoles, des processus standards en fait de déclaration à mener L'idée, c'est d'en créer un justement parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de procédure. Ça remonte par les associations naturalistes souvent, et puis après, ça remonte au service de l'État. Mais voilà, il n'y a pas de procédure standard. Non. Réglementairement parlant, il n'y a pas un formulaire, par exemple, à remplir pour dire j'ai vu ça sur mon site, etc. Nous, l'idée, c'est de faire quelque chose qui sera accessible depuis le tableau de bord. Justement, l'idée, c'est de tout rassembler sur cet outil pour que tout soit centralisé, de faire une sorte de fiche d'alerte où le gestionnaire pourrait nous dire, voilà, moi, j'interviens sur tel site, telle localisation, j'ai vu telle espèce pour la première fois sur mon site. Voilà, donc ce serait en fait via ce formule d'alerte en fait que les choses pourraient se faire. Et puis à l'heure actuelle, ça se fait par le bouche à oreille, si je puis dire. C'est quelqu'un qui nous dit, voilà, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça. Voilà, ça se fait un peu de manière informelle aussi pour le moment. Donc ça fonctionne. Hein. C'est aussi comme ça que les choses, que les informations passent. Donc n'hésitez pas aussi vous de nous faire remonter des choses, nous faire un petit mail pour le moment. En attendant que cet outil-là un peu plus formel soit disponible, n'hésitez pas à nous faire remonter les informations de cette manière, quoi. Oui, le souci qu'on a, c'est que les acteurs de terrain, souvent, on n'a pas de fonds propres. On est tributaire des subventions. Donc, du coup, ça prend tout un temps, une énergie et un déploiement parce qu'en fait, le temps qu'on fasse valider, nous, rien qu'en interne, tous ces dossiers-là, qu'ils soient, une fois validés, qu'ils soient instruits dans les différents organismes, qu'ils soient examinés, qu'ils soient validés, et le temps qu'on touche l'argent, des fois, ça prend un an, 2 ans. Un an, c'est dans la meilleure des situations, mais souvent, c'est plutôt 2 ans. Et mais franchement, sur le terrain, les crevisses, ça ne met pas 2 ans à débouler sur les cours d'eau. Donc voilà, c'est ça, c'est à chaque fois, c'est ça la complicité, qu'en fait, dès qu'on trouve une espèce émergente, et bien, entre le fait, quand le diagnostic et les interventions, souvent, ça prend 2 ans, 3 ans, et malheureusement, mais le facteur temps est primordial dans la lutte de ces espèces-là. Et c'est vrai que s'il y a ce fonds d'urgence, je ne sais pas comment il est alimenté, mais après, on s'aperçoit qu'il faut les moyens, ça va très vite. Donc après, quand c'est des petites enveloppes sur l'ensemble de la région Occitanie, je ne sais pas de combien vous disposez, mais
Le problème, c'est que ça part très vite, quoi. Oui, c'est ça. Après, nous, c'est une enveloppe qu'on dimensionne quand on monte nos projets. Donc, c'est pareil, hein, nous, on est confrontés un peu aux mêmes soucis que vous. Hein. On ne peut pas demander des budgets non plus. Surtout qu'on ne met pas d'action précise derrière, donc en fait, c'est très compliqué de demander beaucoup d'argent. C'est ça, c'est vraiment, nous, on est vraiment sur des dossiers de coordination, d'action, de communication, de sensibilisation. Donc, on est beaucoup sur du temps, en fait, agent. Donc, c'est compliqué aussi de demander des enveloppes trop importantes. Donc, déjà, on a réussi à faire passer ce fonds d'urgence. Donc, on est quand même déjà... Enfin, c'est déjà... Ça part bien. On n'a pas encore la mais ça part bien. Normalement, ça part bien. Donc, c'est déjà mieux que rien. Et puis, bah voilà, je pense que nous, on peut quand même débloquer les choses assez rapidement. On est dans la même dynamique que vous sur cette question-là. Donc, on reverra ensemble cette question-là. Mais oui... Et la DREAL aussi dispose, en fait, on avait aussi peur de ça, en fait, dans notre demande de subvention, que ça fasse doublon, parce qu'en théorie, la DREAL dispose déjà d'un fonds d'urgence qui est, alors du coup, 2 fois plus petit, qui représente la moitié de ce que nous avons prévu. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. C'est 5 000 €, je crois, par an. C'est ce que j'avais comme... oui. Voilà, c'est 5 000 € par an. Donc, voilà, donc il faudrait essayer d'aller demander ces financements à droite à gauche et de monter l'enveloppe, quoi. Non, mais c'est le souci qu'on a, c'est justement d'essayer d'avoir ces fonds mobilisables rapidement. Et effectivement, je vous rejoins complètement, c'est que c'est difficile de mobiliser des fonds quand on ne sait pas trop comment ils vont être utilisés et comment. On se heurte au même souci, mais c'est vrai que si on veut faire quelque chose sur la biodiversité, alors, je ne veux pas être alarmiste, mais c'est vrai qu'on toutes les structures parlent de biodiversité, de préservation de la biodiversité, on ne passe pas un jour sans parler de ça, et puis en fait, on s'aperçoit concrètement sur le terrain, dès qu'il y a une menace sur la biodiversité, là, je pense que c'est plus qu'une menace par rapport à cette écrevisse-là, on a du mal à mobiliser des fonds, quoi. Et c'est ça qui est un peu dramatique, mais de façon générale, c'est pas que je mets en avant, c'est ça qui est un peu, des fois, démoralisant quand on est acteur sur le terrain. Mais bon, on va y arriver, je suis de nature assez optimiste, mais c'est vrai que on dépense beaucoup d'énergie à mobiliser, notamment les élus. Et nous, notre souci qu'on a, c'est qu'en fait, vous avez compris, c'est que par rapport à ces crises-là, on ne pouvait pas trop communiquer par rapport aux risques qu'il peut y avoir. Mais à un moment donné, il faut communiquer aussi pour qu'on ait des fonds, et notamment avec nos élus et nos parlementaires. Donc, c'est vrai que là... c'est ça qui est la difficulté. Mais bon, je pense qu'on va y arriver. Et, j'ai bon espoir. Mais oui. Léo, tu voulais intervenir ? Oui, j'avais une question pour Camille et Iris. On a évoqué l'enjeu d'anticiper la progression de certaines espèces. Alors, il y a les espèces émergentes et puis il y a celles juste qui vont coloniser des nouveaux secteurs et qu'on connaît bien malgré tout. Et nous, un enjeu, moi je suis animateur Natura 2000 et c'est vrai que même si on a quelques moyens, en fait, on ne peut clairement pas mener des études sur toutes les espèces et actualiser les cartos à l'échelle de nos sites et on est obligé de prioriser. Il y a un vrai enjeu, je pense, à mobiliser du coup des forces vives au niveau des citoyens, des autres acteurs. Et on a évoqué les pêcheurs, là, c'est super, le pêcheur qui a fait remonter l'info, c'est capital, quoi. Et c'est eux qui sont le plus sur le terrain finalement, et c'est eux qui peuvent me faire remonter ces infos. Et je ne sais pas si vous avez eu des retours d'expérience sur des outils justement assez pertinents pour mobiliser ces gens-là, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Moi, je pense à un autre outil qu'on a mis en place sur le parc qui était pour suivre la mortalité routière. Et en fait, c'est une carto interactive où les gens peuvent pointer des animaux qu'ils ont écrasés, qu'ils ont croisés, etc. Et en fait, on se rend compte que ça vivote un peu. Bon, il y a sans doute un souci peut-être d'animation derrière, mais ça semble être un outil interactif, participatif, et finalement, il est employé que par les gestionnaires. Est-ce que vous avez des idées sur comment mobiliser justement des citoyens qui sont peu habitués à faire remonter des formulaires? Ça peut vite être rébarbatif pour que ces infos nous parviennent. Nous, c'est vrai qu'on était parti sur... on a une action dans le plan d'action par rapport à ça, où en fait, on a conscience que, entre guillemets, le grand public, c'est les premiers acteurs pour faire remonter de l'information. Il y a des études qui montrent ça, je sais, aux États-Unis, où en fait, il y a, je ne me rappelle plus du pourcentage d'espèces exotiques qui ont été découvertes en fait par des citoyens lambda, entre guillemets. En fait, nous, on a fait le choix de ne pas remultiplier encore les outils et par contre de mener un travail avec des bases de données naturalistes qui existent déjà. Donc
ça vise pas forcément les gestionnaires d'espaces naturels, mais ça vise quand même des citoyens qui sont déjà sensibilisés à la nature et qui ont quand même cet intérêt-là. Et on aimerait faire un lien, en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne, un flux, où en gros, pour fournir une liste d'espèces, donc toutes les espèces qui sont typiquement dans la catégorie prévention ou alerte, par exemple, à ces bases de données, et faire en sorte qu'il y ait une remontée automatique auprès de notre propre base de données quand telle ou telle espèce est détectée et rentrée dans la base de données. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas recréer un nouvel outil, mais aller communiquer auprès de e-naturalistes, par exemple, ou enfin, voilà, de ces bases de données, de ces outils qui existent déjà, et mettre en place un système de remontée d'alerte automatique. Ok, merci. Parce que c'est vrai qu'il y a des outils en plus qui, c'est le muséum, enfin, qui a développé pas mal d'applications pour identifier, localiser rentrer des données d'observation d'espèces. Il y a aussi une application spécifiquement pour les espèces exotiques envahissantes qui existe à l'échelle européenne, je crois. Mais en fait, ça commence à... du coup, c'est très bien et on veut s'appuyer sur ces outils qui existent, mais on n'avait pas trop envie pour ça de recréer un nouvel outil parce que ça commençait à faire beaucoup d'applications sur les smartphones. Et puis bon, surtout derrière, il faut pouvoir animer correctement toute cette sens participative, etc. Donc nous, on n'a pas forcément non plus le temps pour le faire. Après, on essaye vraiment de développer ce côté lien avec les citoyens au sein de différents projets plus locaux. Je prends par exemple le cas du réseau Alien, donc un nouveau réseau qui est mis en place par les CPIE du Bas-Sainto pour détecter tout ce qui est espèces non indigènes marines. Et donc là, ils ont lancé un gros programme de participation citoyenne, en fait, pour que ce soit des plongeurs, des pêcheurs, voilà, vraiment le grand public dans leur sortie et leur temps de loisir, quoi, puisse faire remonter ces informations-là et après puisse nous les faire repasser via d'autres types de bases de données. Donc l'idée, c'est plus de se baser sur ce que peuvent faire déjà certains acteurs au niveau local. Parce que sinon, on sait très bien que si on crée un nouvel outil, il va falloir communiquer sur cet outil, il va falloir expliquer comment ça fonctionne. Et à l'échelle d'une région, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Donc, c'est mieux. C'est pour ça qu'on a choisi de plutôt privilégier des outils qui étaient déjà existants, quoi. Et de faire le lien, du coup, toujours entre le local. Nous, au final, on est vraiment à l'interface entre le local et le niveau national, quoi. Oui, c'est déjà très bien. On n'a pas toujours connaissance de ces initiatives qui se mènent ailleurs. Donc, en soi, ça peut déjà nous inspirer. Oui, bien sûr, c'est très, très bien. Par contre, moi, j'ai une autre interrogation, c'est au niveau réglementaire. Je ne sais pas qui pourrait faire l'alerte, mais on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus, notamment sur les espèces animales, entre guillemets, de trafic via Internet. Et que là, il n'y a aucun contrôle, aucun suivi. A priori, voilà, mais nous, on pense que ça arrivait comme ça, c'est la Factionus rusticus, d'ailleurs. C'est là qui est un peu... je ne sais pas comment on pourrait faire ça. C'est vrai que ça nécessite des moyens considérables, des moyens humains, mais par rapport à ces échanges qui se font via des forums, via Internet, c'est la première chose qu'il faudrait réglementer et suivre, quoi. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est réglementé et qu'il y a certaines polices, et notamment l'OFB, qui s'occupent de ça, mais avec peut-être pas assez de moyens, vu l'ampleur que prend effectivement ce trafic aujourd'hui, hein, malheureusement. C'est ça. Et après, il y a plein d'espèces qui ne sont pas du tout prises en compte, hein, qui ne sont pas forcément réglementées. Et par contre, je crois que c'est une action de la... Enfin, c'est sûr même, je ne l'ai pas sous les yeux, là, le document, mais c'est une action de la stratégie nationale. En fait, c'est au niveau national qu'il y a un travail qui doit être engagé à ce niveau-là. Par contre, oui, ça prend toujours beaucoup de temps, en fait, tout ce qui est lié à la réglementation et faire évoluer les réglementations, il y a toujours un délai énorme. Donc, je ne sais pas où ils en sont. Là, on le voit, il y a un certain nombre d'espèces qui vont être ajoutées, en fait, au règlement européen. Donc, il y a un règlement européen qui liste, en fait, des espèces jugées vraiment avec des impacts forts sur la biodiversité, etc. Et donc là, il y a des nouvelles espèces qui vont être ajoutées, mais c'est des espèces qui sont déjà assez largement répandues en fait. En France, il y a vraiment un gros delta. Et donc, c'est vraiment le centre de ressources espèces exotiques envahissantes qui fait le lien en fait avec le ministère pour toutes ces questions-là. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose aussi.
si vous voulez faire remonter directement au centre de ressources, ou nous, on peut aussi s'en charger de leur faire remonter simplement voilà, votre avis et puis votre remarque sur le sujet, quoi. Alors, je regarde dans le chat, il y a quelques questions. Donc, est-ce qu'on a des échanges avec la Prodon Occitanie? Donc, oui, on a des échanges avec eux parce que, en fait, il faut savoir que nous, on a pris en compte l'ensemble des espèces exotiques envahissantes, qu'elles aient des impacts sur l'environnement, des impacts socio-économiques et sanitaires. Donc, voilà, on est bien sûr en contact avec eux sur ces questions-là. Ils travaillent sur le végétal, bien sûr, mais ils travaillent aussi sur un certain nombre d'insectes. Donc voilà, on est en lien avec eux sur ça. Et la deuxième question, j'imagine que l'outil ODK de ces données mis en place par le CEN comprend la documentation. Oui, normalement, oui. Oui, alors, pardon, juste pour revenir sur l'histoire de la réglementation, je suis en train de regarder un compte rendu de réunion. Il y a aussi un souci au niveau national. Enfin, c'est très compliqué parce qu'en fait, souvent, ça touche plusieurs codes ou plusieurs articles de loi qui sont complètement indépendants les uns des autres. Et en fait, il y a un énorme souci d'homogénéisation aussi de tout ça, quoi. Parce que voilà, entre, je sais pas, entre tout ce qui dépend du commerce ou de l'environnement, ou voilà, il y a tout un lien à faire. Et c'est ça qui aussi ralentit les processus. Mais donc, je vous confirme que c'est bien l'objectif 3 de la stratégie nationale et que c'est en cours. Voilà. Il est 10h40, on a un tout petit peu dépassé, mais comme d'habitude, j'aurais tendance à dire maintenant l'horaire prévu de fin du café. Je vous propose de toute façon, comme d'habitude, on va vous envoyer la liste et les coordonnées de l'ensemble des participants au café d'aujourd'hui avec les présentations des différents des intervenants. Vous pourrez aussi retrouver l'enregistrement de ce café sur notre site internet, sur la page du réseau, sur laquelle vous ne trouverez pas la programmation de 2022 puisqu'elle est en cours de construction, je ne fais que le répéter. Et par contre, vous y trouverez un lien si vous avez des sujets que vous souhaitez proposer ou que vous souhaitez voir abordés. Éventuellement, vous pouvez nous en faire part pour justement nous aider à construire cette programmation pour 2022. Je réfléchis, je regarde Sophie. Est-ce que j'oublie quelque chose avant de conclure et de vous remercier à tous pour vos interventions, vos questions et votre présence donc à ce webinaire de ce matin. Donc je vous dis, si je ne vous revois pas aussi avant l'année prochaine, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et rendez-vous du coup en 2022 et merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Au revoir.